Uzumaki est un seinen d'horreur de Junji Ito, publié dans Big Comic Spirits de 1998 à 1999. Dans le milieu plutôt conventionnel des mangas commerciaux, Junji Ito est un cas unique, aussi original que fascinant. Même s'il est présent depuis les années 90 sur la scène des mangas, il est parvenu depuis une dizaine d'années à devenir un des artistes japonais les plus connus au monde, se forgeant des admirateurs, tant c'est les otaku que c'est les gens normaux. Mais à l'origine, Junji Ito est né le 31 juillet 1963 à Sakashita, dans la préfecture de Gifu. Il s'intéresse au manga dès l'enfance, grâce à ses sœurs aînées, grandes amatrices de Katsuo Umesu et de Seiichi Goga. Il exprime alors par le dessin ce que ces artistes lui inspirent. Ayant grandi dans la campagne, la toilette de sa maison se trouvait au bout d'un tunnel souterrain peuplé de grillons araignées et des cauchemars d'un enfant de son âge. Cette imagerie a profondément marqué son œuvre, mais il a également été tout autant inspiré par les contes d'horreur des Rakugo que les films classiques américains d'épouvante. À l'adolescence, il a continué à s'intéresser au manga et au dessin, même s'il était un étudiant sérieux. Mais bien loin des arts, il est devenu dentiste en 1984, sans abandonner son intérêt pour les mangas, mais en s'y forgeant un fort intérêt pour l'anatomie humaine. Il tente sa chance en 1987 en envoyant un manuscrit au magazine Monthly Halloween, spécialisé dans les récits d'horreur pour adolescents. Son histoire remporte, signe du destin, le prix Katsuo Umesu et sera publié dans le magazine durant 13 ans sous le nom de Tomie, encore considéré comme une de ses meilleures œuvres. Il quitte le monde de la dentisterie en 1990 grâce au succès de Tomie et publie des dizaines de courtes histoires dans différents magazines, histoires qui seront plus tard publiées en anthologie, ce qui est le cas de la grande majorité de son œuvre. Ito n'a publié que très peu de séries longues. Il est néanmoins recruté par Big Comic Spirits pour y travailler sur une nouvelle histoire qui est devenue un autre classique, Uzumaki. Il complète son tour du chapeau de grand succès en 2001 avec Gyo. Il a ensuite enrichi son œuvre d'une grande quantité de récits d'horreur marquants, mais aussi de quelques histoires plus personnelles. Il a terminé une rare série longue en 2012 avec Nigen Shigegaku, artiste respecté depuis ses débuts. Sa popularité explose après les années 2010 où il enseigne les expositions en son honneur et les séries d'animation d'anthologie de ses histoires. Et plusieurs prix, tant au Japon qu'à l'international. Il a même travaillé avec les illustres Guillermo del Toro et Hideo Kojima sur un projet de jeu issu de la licence Silent Hill
qui aurait dû paraître en 2014 ou 2015. Projet qui a finalement été annulé. Il apparaît néanmoins comme Del Toro dans le projet suivant de Kojima, le controversé Death Stranding. Analyser l'œuvre d'Ito est complexe, et ce n'est pas non plus l'objectif de cette vidéo, car elle ne ressemble à aucune autre œuvre de mangaka, sauf peut-être Hideshi Ino et Sengelu Mizuki, deux de ses inspirations. Il y a bien sûr des peintres comme Salvador Dali et H.R. Giger qui ont influencé sa folie visuelle. Mais c'est plutôt du côté des romanciers qu'il faut y voir une parenté. Bien sûr, c'est des romanciers qu'il admire comme Rampo Edogawa ou H.P. Lovecraft, d'où il a puisé son rapport à l'horreur invisible qui rend fou ceux et celles qui la contemplent. Ito se rapproche de ce courant d'auteurs japonais du début du XXe siècle qui ont créé une œuvre métissant la poésie et la sensibilité japonaise aux courants littéraires occidentaux. Des auteurs comme Lambo Odagawa, bien sûr, mais aussi Mori Ogai, Nagai Kafu, Tanazaki Junichiro, et évidemment Natsume Suzuki. Ces romanciers, comme Ito, ont su créer des œuvres foncièrement japonaises, mais aux référents et à la couleur occidentale. Mais pour en revenir à Uzumaki, ou Spirale en français, l'œuvre a eu un grand impact sur le monde des mangas à l'aube des années 2000 et du troisième millénaire. Le format clair de chapitres individuels destinés à un magazine rend périlleux l'exercice de résumer l'histoire. Mais dans les grandes lignes, Uzumaki raconte le quotidien de Kirie Goshima, une adolescente qui vit dans la petite ville de Kolosu, coincée entre la mer et une montagne. Un jour, son petit ami Suichi Seto la met en garde contre les mystérieuses spirales qui exerceraient une influence néfaste sur la ville et ses habitants. Tout d'abord sceptique, Kirie réalise que Suichi a peut-être raison et que quelque chose ne tourne pas rond dans Kolosu. L'histoire tire ses origines de l'enfance d'Ito, qui, comme les personnages du récit, a grandi dans une ville de campagne, dans une maison longue traditionnelle. Il a été profondément marqué par l'atmosphère et l'âme de ces maisons et par les spirales de fumée qui apparaissaient et disparaissaient on ne sait où, les spirales dans les aliments, les spirales se formant dans les baignoires et les éviers, les spirales présentes un peu partout dans le quotidien et vues de façon plutôt positive. Ito s'est demandé qu'est-ce qui arriverait si on inversait le sens et que ça devenait un symbole d'horreur. Même s'il y a un fil conducteur, Uzumaki reste construit comme un recueil d'histoires plus ou moins indépendantes et fermées, dont il n'est plus vraiment mention, à quelques exceptions, une fois conclues. Mais il demeure qu'elles suivent une logique. Sans être totalement ordinaire, la ville de Kolosu et la vie de Kirie sont normales au début du récit. Puis, chaque chapitre va nous raconter un événement étrange lié aux spirales qui plongeront Kirie et Suichi tous au plus profond dans les transes et l'horreur.
comme une spirale qui nous entraîne irrémédiablement, sans que l'on se rende compte, vers son funeste centre. Au départ, l'horreur est anecdotique et relève du quotidien. Le père de Sweetsy, obsédé par les spirales, au point de tout perdre. Le père de Killié, potier de son état, qui devient fasciné par les motifs en spirale. Des étranges fumées en forme de spirale qui s'échappent de la cheminée du crématorium. La mère de Sweetsy, que les spirales poussent à la folie. Une camarade de classe de Killié, dont l'étrange marque de naissance se transforme en spirale. Des femmes enceintes attirant mystérieusement d'aussi mystérieux moustiques. Puis, à chaque histoire, la ville plonge de plus en plus dans l'horreur et l'étrange, sans que personne, sauf Killié et Sweetsy, s'en émeut ou ne soit dérangé par l'étrangeté des situations. Les gens s'habituent à l'horreur, consciemment ou non. Ça devient le quotidien. Au-delà des éléments d'étrangeté qui bouleversent le quotidien, les histoires racontent des événements et des situations quotidiennes. Une passion obsédante. Une jalousie amoureuse. Une jalousie entre camarades de classe. Le quotidien de femmes enceintes. Une histoire d'amour impossible. Des histoires qui seraient banales si ce n'étaient des mystérieuses spirales. C'est parce que le lecteur, ainsi que Killié, grâce à son état de narratrice, sommes extérieurs à l'histoire, sommes à l'extérieur de la spirale, que nous prenons conscience de ces étrangetés. Il reste à savoir si ces horreurs ont toujours fait partie de la ville, mais que ses habitants les cassaient au fond d'eux et derrière des façades, ainsi que des murs. Aussi plutôt qu'Ojolu est une ville ordinaire, victime d'une funeste malédiction. Ito donne des pistes de réponse, mais je vais vous laisser vous faire votre opinion. Il reste que comme Lovecraft, Ito montre ce qui devrait rester cassé, tant physiquement que chez les gens, et c'est cette vérité qui pousse à la folie et à la mort. Repousser cette vérité rend fou, mais l'embrasser rend également fou. Une des grandes forces d'Ito, et c'est le cas dans la plupart de ses œuvres, est de rendre terrifiants les objets et la banalité du quotidien. Il donne un visage effrayant à l'invisible qui nous côtoie, inconsciemment, mais surtout, il met en lumière l'irrationalité de l'existence humaine. Les gestes et les situations que vivent les personnages d'Ito sont irrationnels, mais le lecteur comprend leur motivation à s'en accommoder, et c'est simplement terrifiant. L'écrivain et diplomate Masaru Sato voit même dans le récit d'Uzumaki une métaphore marxiste de l'aliénation sur le peuple du capitalisme, où les spirales représentent l'appât du gain qui pousse les gens à la folie et à la mort. Mais ça me semble surtout de la suranalyse intellectuelle, et je m'y connais en suranalyse. Mais ce qu'Ito dit, et c'est un propos central dans Uzumaki, c'est que la fin d'une spirale n'est pas une conclusion en soi, mais uniquement le début
d'une nouvelle spirale, et que c'est un cycle sans fin. Évidemment, tout ce que j'ai mentionné est amplifié par le style visuel unique d'Ito, un style qui rend terrifiant même le plus banal élément. Un style à la fois grotesque et inquiétant, réaliste mais stylisé, qui brouille notre perception de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Comme les résidents de Colosso, le lecteur aussi finit par s'habituer graduellement à une dose toujours plus forte d'horreur. Et même si son style graphique est fortement inspiré de ses goûts en cinéma, Junji Ito s'est intéressé que tardivement à ce médium. S'il a mis sur pied avec Shinichi Koga et Osasuke Nori le projet Konsutsa qui vise à adapter et réaliser eux-mêmes des versions cinématographiques de leurs œuvres dès 2011. Le cinéma s'est intéressé à ces récits singuliers dès ses débuts. Et Uzumaki n'y fait pas exception. L'immense impact de l'œuvre d'Ito a attiré l'attention des producteurs Dai Miyazaki et Chomichi Mizaki, qui commençaient à se faire un nom dans le cinéma de genre nippon, en travaillant sur le téléfilm Nagayume, également tiré d'une histoire d'Ito. Miyazaki y a fait la rencontre d'un jeune réalisateur de vidéoclips et de publicité à la réputation grandissante, et qui lui vantait combien Uzumaki ferait un excellent film. Sans rien connaître du projet en sentier, Igu Senki, si l'adaptation a été faite par Takao Nitta et Tsenka Yasuo, deux scénaristes assez oubliables, Kengo Kaji a supervisé l'écriture. Kaji qui va signer par la suite les scénarios de Samurai Pelinzitsu Gendo Hime et Tokyo Gore Police, deux films marquants des années 2000, et qui a travaillé dans les années 2010 sur plusieurs téléséries japonaises d'animation de personnages de Marvel. Le film a été essentiellement produit par Omega Mikot, une société qui devait sa grande renommée au succès en 1999 d'audition de Takashi Miike. Il se spécialisait dans la production et la distribution de films de horreur pour le marché japonais et surtout le marché international. Ce qui explique qu'Uzumaki Degugenshi a eu sa première mondiale le 23 juillet 2000 au Festival Fantasia de Montréal. Mais pour ce qui est d'Egugenshi, c'est un créateur à la carrière par la suite plutôt discrète, mais au parcours plutôt intéressant. Akilo Eguchi, connu de sa famille comme Andrei Isinski, est né en Ukraine le 27 février 1969. Passionné depuis l'enfance par le cinéma, il prend la décision à 15 ans qu'il sera réalisateur. Ce n'est pas très clair quand est-ce qu'il a quitté l'Ukraine pour le Japon, mais il attire l'attention dès 1990 du milieu artistique nippon par son court-métrage Post et par différentes créations.
Il conclut ses études en cinéma en 1991 à l'Université Nihon des Arts et commence une carrière comme réalisateur de publicité, de vidéoclips et comme caméraman, tout en réalisant moult courts-métrages. Il décide également de signer ses œuvres Egoseski. Après avoir réalisé en 1997 le 22e épisode de la série télévisée Eko Eko Azalat, tiré du manga du même nom, il a réalisé un premier long-métrage à la télévision Nagayume en 2000. Après avoir réalisé un second film en 2002, Tokyo Eleven, il se consacre depuis à la publicité, aux vidéoclips, à la photographie et à diverses fonctions techniques à son compte. L'Ozumaki Degusenski raconte quelques semaines dans la vie de Kirie Gosima, une adolescente qui vit dans la petite ville de Kolosu. Elle croise dans la rue le père de son ami d'enfance, Swensi Seto, qui semble fasciné par la spirale de la coquille d'un escargot. Mise en garde par son ami de la malédiction qui frappe la ville, sous la thématique des spirales, elle sera entraînée malgré elle dans des événements de plus en plus horrifiques. Assez simplement, le scénario du film s'est contenté d'assembler plusieurs histoires de la manga pour en faire un récit cohérent et logique. Le film se concentre sur Kirie et Shuichi et sur leur famille, reléguant les autres citoyens en arrière-plan et uniquement quand ils ont une interaction avec les deux protagonistes. Les événements et l'imagerie du film sont suffisamment étranges en eux-mêmes. Le film garde un fil narratif simple pour ne pas égarer les spectateurs. Ce n'est pas un hasard si, comme dans la manga, le film s'ouvre sur la narration de Kirie. 私の生まれ育った黒津町。これからお話しするのは qui nous place le contexte du récit que nous allons voir et la place comme le personnage central. C'est par contre dommage que ça ne soit utilisé qu'à ce moment et que ça ne revienne jamais. Là où Kirie restait la narratrice dans chaque chapitre de la manga, accompagnant le lecteur. Et comme dans la manga, il conserve un découpage en chapitres qui ne servent pas tant à séparer les histoires qu'à marquer le temps qui passe. Les scénaristes ont également décidé de faire mourir la mère de Kirie avant le récit et d'entièrement couper le personnage de son jeune frère, puisque le scénario a été écrit alors que la manga n'en était qu'aux 2/3 de son récit. Ces personnages n'avaient pas encore une grande importance dans la manga. Ça a au moins l'avantage d'approfondir le lien entre Kirie et son veuf de père. D'ailleurs, le personnage d'Azami Kolotani est présent dans le film, mais elle est réduite au rôle de la meilleure amie de Kirie et a perdu les sentiments qu'elle éprouvait pour Shuichi et qui ont mené à l'image la plus connue de la manga. Les scénaristes ont respecté l'histoire d'Ito, racontent sensiblement le même récit, mais sans les détails. Ça vient en partie qu'à l'origine, Miyazaki et Miyake voulaient faire d'Uzumaki qu'une histoire dans un film d'anthologie de récits d'horreur.
Mais Omega Mikot, vu le succès de la manga, voulait que ce soit un long métrage à part entière. D'où le sentiment clair dans l'écriture qu'il y avait un scénario plus court au départ, condensant une partie de la manga d'Ito dans une histoire qui se suffisait à elle-même et qui transposait l'atmosphère de l'œuf papier dans lequel on a ajouté artificiellement des éléments pour étirer le récit sans rallonger les parties prises dans la manga. Chaque histoire prise dans la manga contient ces éléments narratifs à quelques détails près, mais il leur manque une partie du développement et du contexte plus détaillé qui en faisait l'étrangeté dans la vision d'ensemble. Comme Ito racontait une histoire par chapitre, il prenait le temps d'installer la normalité des personnages pour ensuite les plonger lentement dans la folie. Ça manquait des fois de naturel, mais c'est très efficace au niveau de l'impact sur les lecteurs. Et Gosenski place la vie de ses personnages principaux, mais laisse en arrière-plan les autres, ce qui rend ce qu'ils vivent superficiel et atténue l'impact. Ça contribue à l'atmosphère d'étrangeté de la ville, mais ça reste du simple décor. Le film possède quantité de scènes dramatiquement pertinentes, mais un peu longues et vides pour ce qu'elles apportent au récit, mais importantes pour atteindre la durée d'un long métrage. Les scénaristes ont également ajouté un personnage de journaliste qui enquête sur les circonstances étranges de la mort du père de Sweetie, qui vient directement du guide de comment faire un film de horreur moderne. Un personnage qui fait une enquête sur le lien entre un mort et une obscure malédiction ésotérique, et des cassettes vidéo contenant les preuves de l'aspect anormal de la mort. Ces ajouts, en plus d'être forcés, sont maladroits et n'expliquent rien sur le récit. Ils peuvent être retirés du récit et ça n'aurait aucun impact. L'enquête met vaguement en lumière que l'étang des libellules présents dans la ville serait à l'origine de la malédiction. Mais d'autres scènes l'expliquent visuellement et mieux. Mais encore une fois, il rallonge la durée du film pour en faire un long métrage. Et pourtant, nous sentons dans le film que Gosenski est un réel amateur de la manga d'Ito, dans le souci du détail qu'il y a apporté. La temporalité entre le moment où le film a été écrit et tourné est difficile à établir, tellement le projet s'est fait rapidement. L'essentiel du film a été tourné dans la ville d'Ueda, près de Nagano, une petite ville ancienne, coincée entre des montagnes, et dans des studios à Tokyo, en seulement 2 semaines, selon Gosenski. Période qui me semble extrêmement courte, mais qui suffit pour juger. Les petites rues d'Ueda transmettent parfaitement l'ambiance de ville reculée ordinaire de la manga, mais possède une aura inquiétante et mystérieuse. Ces rues étroites et sombres, ces maisons anciennes écrasées par la lourdeur de l'atmosphère de la ville, cette nature dense et étouffante encerclant la ville. Et Gosenski rend hommage à Ito, allant jusqu'à reproduire certaines cases de la manga, tout en développant son propre style proche de la manga, mais pas identique.
il essaie sincèrement de proposer sa propre interprétation visuelle de l'univers de la manga. Nous sentons le travail d'un réalisateur de clips et de publicité des années 90 dans ce découpage rapide des scènes et cette caméra hyperactive, dans cette énergie qui oblige le spectateur à bouger fréquemment, mais qui n'est pas déplacé dans un film sur des spirales. Éléments visuels qui sont accentués par la couleur verte de la vie du film et le grain brut de la direction photo. J'ignore si c'est un choix artistique entièrement volontaire ou le résultat d'un tournage rapide qui n'a pas permis de travailler l'éclairage de chaque plan, mais ça contribue à l'étrangeté du film. On peut reprocher que l'atmosphère d'étrangeté, contrairement à la manga, n'évolue pas au cours du film, s'en remettant uniquement à l'évolution de la folie chez les personnages, ainsi que dans les situations. C'est la même chose pour le fait que le soleil est continuellement caché par des nuages ou de la fumée dans Konoshu et réapparaît dès qu'on sort de la ville. C'est clairement un choix volontaire qui contribue à l'atmosphère du film, mais ça aurait été plus efficace en étant plus graduel. Ego Sensei a d'ailleurs conseillé à ses interprètes comme à ses concepteurs l'écoute du film Akuma no Tamale Ota, qui mettait aussi en scène une enquête pour des meurtres dans une petite ville à l'aura mystérieuse. Pour une raison ou pour une autre, il a également décidé que son film aurait un ton aucunement subtil, tant dans le travail de la caméra que dans le jeu des interprètes, que dans la musique. Tout y est gros et appuyé, y compris son utilisation de l'angle de vue œil de poisson qui déforme les perspectives à l'écran. Intéressant pour refléter le travail d'Ito afin de rendre les corps humains grotesques, mais un peu utilisés de façon excessive. Ça met aussi en valeur l'interprète le plus incroyable du film, celui dont je ne pouvais détacher mon regard durant ses présences à l'écran. Le grain de beauté sur le bout du nez de Finfan, l'interprète de Sweetie. Quelle présence à l'écran fascinante et dérangeante. C'est ma grande découverte dans ce film. Dommage que ça ait été le seul rôle de Finfan, car son grain de beauté avait une grande carrière en perspective. Ego Sensei est pourtant capable de tous plus subtils, comme d'intégrer un élément en spirale ou rappelant la forme d'une spirale ou les chiffres courbés 6 et 9 dans la plupart des plans, des fois de façon évidente, mais souvent subtilement. Il a également eu l'excellente idée de conclure les manifestations de la malédiction des spirales dont sont victimes des collègues de Kirie au cours du film par une fausse émission de télévision pastissant le ton sensationnel le ton exagéré de la télévision nippone. C'est une très belle façon de conclure ces histoires, tout en accentuant le côté isolé et coupé de la ville. Le fait que la reporter Sie Muroyana porte le même nom que dans la manga me fait me demander qui s'est inspiré de qui. Les scènes où elle apparaît dans la manga ont été publiées bien trop près de la date de tournage du film et n'ont rien à voir
avec ce qui se passe dans les deux œuvres. Mais c'est clairement une référence d'un médium à l'autre. Car comme la manga n'était pas terminée au moment de l'écriture du film, il a fallu que les scénaristes improvisent leur propre fin. Comme fin d'un court-métrage, ça aurait été acceptable. Mais pour un long-métrage, la fin d'Ozumaki est particulière. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Je dirais simplement que si la manga se conclut avec une réflexion cohérente sur la fatalité et la nature cyclique de l'histoire, avec un grand H et un petit H, le film se conclut. Point. Uzumaki fait partie de ces films dont avoir lu la version manga au préalable rend son écoute biaisée. Le film a des qualités, mais il lui manque des éléments et une profondeur que la manga possède. Si Uzumaki de Junji Ito est considéré comme un classique des mangas d'horreur, aimé par des générations d'otaku, l'Uzumaki d'Egusenki s'est néanmoins forgé avec les années une réputation de classique du horreur des années 2000. Le film est largement considéré comme une des œuvres les plus étranges et originales du cinéma japonais à raison. La vie quotidienne est remplie de petits mystères auxquels nous ne portons plus attention, que ce soit la vie dans une grande cité ou la vie dans une petite ville de campagne. Chaque endroit possède ses parties sombres remplies d'événements sortant de l'ordinaire. C'est ce qu'Uzumaki raconte, le sort d'une petite ville reculée sous l'emprise d'une force mystérieuse dont la majorité des gens ne réalisent plus l'impact étrange qu'elle possède sur leur vie. Seuls quelques personnages ont le recul et la lucidité de le réaliser. Regardez le monde qui vous entoure de nouvel œil. Vous pourriez être surpris de ce que vous y verrez. Arigato.